Quand ça arrive au niveau des feuilles, nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Les signes ne trompeient pas. Je me nomme Sawadogo Lassina, professeur de sciences physiques au lycée scientifique national de Ouagadougou. Je vais vous présenter un cours d'électricité dédié aux élèves des classes de terminale C et E. Nous avons autour de nous des postes radio, des postes téléviseurs, voyez aussi des détecteurs de métaux qui sont utilisés. Alors, au niveau des faisceaux hertziens, il y a des émetteurs et des récepteurs. Alors, tous ces dispositifs-là utilisent dans leur fonctionnement des circuits électroniques qui sont des oscillateurs électriques. Comment fonctionnent de tels oscillateurs? La leçon d'aujourd'hui qui porte sur les oscillations électriques libres répond à cette préoccupation. Alors, notre leçon va se dérouler selon le plan suivant. Dans une première partie, nous allons aborder les oscillations électriques libres d'un dipôle RLC. Et dans une deuxième partie, ferons une étude théorique du dipôle RLC idéal. Et enfin, nous allons terminer par l'entretien des oscillations. Alors, le montage suivant donc est réalisé pour l'étude des oscillations électriques libres d'un dipôle RLC. Nous avons dans le montage un générateur basse fréquence, GBF, une bobine d'inductance et de résistance R, petit r, un conducteur ohmique de résistance grand R', un condensateur de capacité C. L'ensemble est monté en série. Alors, sur la voie Y1 de l'oscillographe, on visualise la tension en créneau UT aux bornes du générateur basse fréquence. C'est cette même tension-là qui se trouve aux bornes, n'est-ce pas, des trois dipôles montés en série. Alors, la tension UT varie entre 0 et une valeur UM, une valeur constante. Soit elle est nulle, cette tension, ou bien elle est égale à une valeur constante qui est UM. Alors, sur la voie Y2, on visualise la tension UAB de T aux bornes du condensateur. Cette tension est proportionnelle à la charge du condensateur. Pourquoi on a Q égale à C UAB de T. Alors, la résistance totale du circuit grand R est égale à petit r plus R'. Alors, qu'est-ce qu'on va observer à l'écran de notre oscillographe? Eh bien, voilà ce que l'on obtient comme oscillogramme. Voilà, donc c'est l'oscillogramme comme ça. Nous allons maintenant passer à l'interprétation. Alors, entre 0 et T sur 2, la tension UM, la tension UT est égale à UM, vous voyez. Le condensateur, qu'est-ce qu'il fait? Il se charge. Et la valeur de la tension à ces bornes atteint effectivement la valeur UM, mais en oscillant autour de cette valeur avec une amplitude qui est décroissante. De T sur 2 à T, le condensateur se décharge. Donc, vous voyez, en T sur 2 et T, la tension aux bornes du générateur est nulle. Le condensateur se décharge. La tension UAB donc s'annule tout en oscillant autour de 0 avec une amplitude décroissante. Alors, on observe donc au bord du condensateur des oscillations dont l'amplitude décroît rapidement. Ce sont des oscillations amorties. La tension n'est pas tout à fait périodique car son amplitude diminue. On dit que le régime des oscillations est pseudo-périodique. Alors, sur cette courbe-là, effectivement, on voit que l'amplitude décroît progressivement jusqu'à s'annuler. Les oscillations persistent lorsque la tension UT au bord du générateur est nulle. Alors, regardez en T sur 2 et T, vous voyez la tension au bord du générateur est nulle. Et la tension UT
atteint la valeur 0 et aussi autour de cette valeur-là. En fait, si on charge le condensateur et qu'on le branche directement au bord de la bobine, nous allons observer, n'est-ce pas, ce phénomène d'oscillation libre. Alors, la fréquence de cette tension est indépendante de celle du générateur. Le circuit RLC est donc le siège d'oscillation électrique dont la fréquence n'est pas imposée par un générateur extérieur. Ces oscillations électriques sont dites libres. Alors, nous allons voir maintenant les différents régimes d'oscillation. Alors, pourquoi les oscillations s'amortissent? C'est à cause, n'est-ce pas, de la résistance R du circuit. Alors, le régime pseudo-périodique, c'est un régime dans lequel la résistance R du circuit est petite. Alors, les oscillations s'amortissent avec une pseudo-période T0. Nous avons représenté. Alors, la période T0 représente quoi? C'est l'intervalle de temps séparant deux valeurs maximales successives de UAB dt. Alors, on peut aussi prendre deux valeurs où la tension s'annule, allant bien sûr dans le même sens. Ici et là, nous avons la pseudo-période T0. Alors, si on augmente la valeur de R, les oscillations s'amortissent plus rapidement avec pratiquement la même valeur de la pseudo-période. Par rapport à la courbe précédente, on voit que ici l'amortissement s'est fait plus rapidement. Alors, le régime apériodique, lorsque la valeur de la résistance est assez grande, il n'y a plus d'oscillation. La valeur de la résistance R pour laquelle on passe du régime pseudo-périodique au régime apériodique est la résistance critique RC. Alors, la valeur de RC est égale à 2 racine de L sur C. Alors, pour R égale à RC, le régime est dit apériodique critique. La tension au bord du condensateur s'annule rapidement. C'est ce que montre, n'est-ce pas, cette courbe-là. On voit que la tension s'annule rapidement. Alors, pour la valeur de la résistance R supérieure à la résistance critique RC, on a un régime apériodique, dit régime sous-critique avec un fort amortissement. La tension au bord du condensateur s'annule plus lentement. Vous voyez, on met plus de temps pour atteindre la valeur 0. Alors, ce qui concerne maintenant l'aspect énergétique, le condensateur et la bobine sont des réservoirs d'énergie. Cela a été déjà vu dans les chapitres précédents concernant l'étude du condensateur et de la bobine inductive. Alors, l'énergie emmagasinée au niveau de la bobine est magnétique, l'énergie magnétique, 1/2 de Li carré, et au niveau du condensateur, l'énergie électrique, 1/2 de Q carré sur C. Alors, lors des oscillations libres d'un circuit RLC, il y a des échanges d'énergie qui se font de façon alternative entre le condensateur et la bobine. L'amortissement est dû en fait à une dissipation d'énergie dans la résistance R du circuit, par effet Joule, ici. Nous allons passer maintenant à l'étude théorique du dipôle RLC idéal. Alors, dans un premier temps, nous allons faire une analyse dimensionnelle de la période. Et pour cela, il faut réaliser le montage du circuit que nous avons au tableau. Alors, ici, nous avons un générateur, deux interrupteurs K1 et K2, un condensateur et une bobine d'inductance L et de résistance nulle. Alors, on charge le condensateur en fermant l'interrupteur K1. Ensuite, on va ouvrir l'interrupteur K1 et fermer l'interrupteur K2 pour décharger le condensateur dans l'inductance. Alors, sur l'écran de notre oscillographe, nous avons visualisé la tension I au bord du condensateur. La courbe que l'on obtient est une sinusoïde. Nous pouvons donc dire que la décharge d'un condensateur dans une inductance produit des oscillations sinusoïdales non amorties. Alors, la période propre des oscillations du circuit LC est notée T0. Alors, on montre que T0 dépend des valeurs de L et C.
Il suffit donc d'agir sur ces valeurs-là en les augmentant pour voir l'influence, n'est-ce pas, sur la période propre. Voir donc que la période propre aussi augmente. Alors, nous allons maintenant déterminer T0 en utilisant l'analyse dimensionnelle. Cherchons la dimension du produit LC. Alors, la dimension de LC est égale à celle de L fois la dimension de C. Or, dans le chapitre portant sur la bobine inductive, la constante de temps taux du dipôle LR a été vue à ce niveau, taux égal à L sur R. Donc, nous tirons l'expression de L égale à R fois taux. D'où la dimension de L égale à celle de R fois celle, n'est-ce pas, par la dimension du temps. Et la capacité du condensateur, c'est sa dimension égale à celle de Q sur celle de U. On a donc Q égale à, dimension de Q égale à celle de I fois celle de T. Et à partir de la loi d'Ohm, on tire la dimension de l'inverse de la résistance. 1 sur R égale à dimension de I sur dimension de U. Alors, on va remplacer tout ça dans l'espace de la dimension de C. Donc, on a dimension de C égale dimension de I fois dimension de T sur dimension de U. Donc, en définitive, dimension de C égale à 1 sur dimension de R fois dimension de T. La dimension du produit LC devient donc RT, dimension de R fois celle de T, fois la dimension de 1 sur R fois T. Alors, en simplifiant les dimensions de R, eh bien, on a la dimension de LC égale à la dimension d'un temps au carré. Donc, la racine carrée de LC a la dimension d'un temps. Alors, la période T0 est donc proportionnelle à racine de LC. Nous pouvons donc écrire que T0 égale à K racine de LC avec K égale 2pi, c'est une valeur déterminée expérimentalement. Donc T0 égale à 2pi racine de LC. Alors, L s'exprime en Henry, C en farad et T0 en seconde. Alors, passons maintenant à l'étude théorique. Il s'agit là, dans un premier temps, d'établir l'équation différentielle du circuit. Alors, nous allons considérer un condensateur de capacité C chargé sous une tension U0. Son armature positive porte donc une charge, notons Q0. C'est la charge maximale du condensateur. Voilà pourquoi noter QM égale à CU0. Alors, relions maintenant à la date T égale à 0 les bornes de ce condensateur à celles d'une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. À une date T quelconque, la charge de l'armature positive est notée Q. La tension aux bornes de la bobine, nous allons la noter UL, et celle aux bornes du condensateur UC. Bon, par souci de simplification, nous avons adopté UC égale à petit u. Alors, nous appliquons maintenant la loi des mailles au circuit précédent. Donc, la somme des tensions ici est égale à 0. Donc, UL plus UC égale à 0 ou UL plus petit u égale 0. Avec le sens positif de l'intensité I que nous avons choisi, nous pouvons donc écrire que I égale à dQ sur dt. Q étant égal à CU, on tire l'expression de U aussi. U égale à Q sur C. La tension au bord de l'inductance est UL égale à LDI sur dt. Alors, nous allons injecter tout ça dans l'expression donc de la loi des mailles. Alors, LDI sur dt plus Q sur C égale à 0. Or, DI sur dt, nous dérivons I. Donc, ça fait d carré Q sur dt carré. Donc, LD carré Q sur dt carré plus Q sur C égale à 0. On va diviser les deux membres de l'équation par L. Et nous avons finalement d carré Q sur dt carré plus 1 sur LCQ égale 0. Ou encore, Q2 point plus 1 sur LCQ égale à 0. Parce que Q2 point, c'est une autre façon de noter la dérivée seconde de Q par rapport, n'est-ce pas, au temps. Alors, on retrouve l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique. La solution de cette équation différentielle est de la forme, n'est-ce pas, Q égale à QM cosinus oméga 0T plus phi. Alors, QM étant égal à Q0, charge maximale du condensateur. Phi représente la phase à l'instant initial, c'est-à-dire à T égale 0. Alors, la dérivée de Q, qui est Q point, égale à moins QM oméga 0 sinus oméga 0T plus phi.
La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. C'est ce qui justifie la présence du signe moins. Nous allons dériver Q point. Donc Q 2 points égale à moins oméga 0 carré QM cosinus oméga 0 T plus phi. Ce qui entraîne donc que Q2 point égale à moins oméga 0 carré Q. Parce qu'on retrouve l'expression de Q donc, dans cette formule-là. QM cosinus oméga 0 T plus phi. Ce qui entraîne donc que Q2 point plus oméga 0 carré Q égale 0. Or, Q2 point plus 1 sur LC, Q égale 0. Par identification, nous avons oméga 0 carré égale à 1 sur LC. D'où oméga 0 égale 1 sur racine carrée de LC. Oméga 0 est la pulsation propre, s'exprime en radian seconde moins 1. Alors, la période propre T0 est égale à 2pi sur oméga 0. Quand on dit que T0 égale à 2pi racine de LC. T0 s'exprime en secondes. La fréquence propre N0 égale à 1 sur T0. Donc N0 égale à 1 sur 2pi racine de LC. N0 s'exprime en Hertz. Remarque, équation différentielle en U. Q égale à CU. Alors si nous dérivons Q par rapport au temps, 2Q sur dt égale à C2U sur dt. Et si nous dérivons 2Q par rapport au temps, donc d carré Q sur dt carré est égal à CD carré U sur dt carré. Ce qui entraîne que CDT carré U sur dt carré plus 1 sur LCCU égale 0. D'où d carré U sur dt carré plus 1 sur LCU égale 0. On retrouve l'équation différentielle exprimée avec la tension U. Nous nous intéressons maintenant aux variations des grandeurs. Q, charge du condensateur, U, la tension à ses bornes et I, l'intensité du courant dans le circuit. Alors, nous allons considérer à T égale à 0 que la pulsation phi égale, la phase phi égale à 0 et QM égale à Q0, donc Q égale à QM oméga 0T. L'expression de Q égale à Q0 cosinus oméga 0T, or U égale à Q sur C, ce qui implique que U égale à Q0 sur C cosinus oméga 0T. Et l'expression de U devient U égale à UM cosinus oméga 0T, avec bien sûr UM maintenant Q0 sur C. Alors Q et U sont effectivement en phase, puisque le déphasage entre ces deux grandeurs-là, Q et U, est nul. Alors, nous avons introduit l'expression de oméga 0. Ici, oméga 0 égale à 2pi sur T0. Donc, Q égale à Q0 cosinus 2pi sur T0. T, U égale à UM cosinus 2pi T0 sur T. Alors, nous sommes aidés d'un tableau. On a fait un petit tableau sur une période pour pouvoir faire la représentation graphique. Alors, T égale à 0. Lorsqu'on remplace dans l'expression de Q, nous avons cosinus 0. Cosinus 0, ça fait 1. Donc, vous voyez pourquoi on a Q0 ici. La même chose pour U. Bon, à T0 sur 4, lorsque vous remplacez, vous allez avoir cosinus pi sur 2. Donc, cosinus pi sur 2, ça fait 0. Voilà pourquoi U est nul et Q est nul. À T0 sur 2, lorsqu'on remplace petit t par T0 sur 2, on arrive à cosinus pi. Cosinus pi égale à moins 1. Voilà pourquoi petit q égale à moins Q0 et petit U égale à moins UM. La même chose à 3T0 sur 4. On aboutit au fait que petit u égale à 0 et q égale 0. Et à T0 correspond à la période, on a U égale à UM et Q égale Q0. Donc, la représentation graphique est faite ici. Alors, nous avons les deux courbes. Effectivement, à T égale à 0, U et Q ont atteint leur maximum. À T0 sur 4, les deux courbes sont nulles, donc atteignent leur valeur nulle. À T0 sur 2, les deux courbes atteignent leur minimum. Alors, de telles courbes sont dites en phase. Voilà pourquoi les deux sinusoïdes sont en phase. L'intensité I égale dQ sur dt. Or, Q égale
Q0 cosinus oméga 0 t, ce qui implique que I égale à moins Q0 oméga 0 sinus oméga 0 t. I égale donc à Q0 oméga 0, on fait une transformation, cosinus oméga 0 t plus pi sur 2. Or, IM égale à Q0 oméga 0 égale à CUM oméga 0, d'où I égale à IM cosinus oméga 0 t plus pi sur 2. Alors, il y a un déphasage entre la tension U et l'intensité. Donc, ce déphasage est de pi sur 2. Donc, I est en quadrature avec U. Or, Q était en phase avec U tout à l'heure. Donc, oméga 0 étant égal à 2 pi sur T0, l'expression de U, on rappelle, U égale à UM cosinus 2 pi T0 T, et l'expression de I égale à IM cosinus 2 pi sur T0 T plus pi sur 2. Alors, pour tracer les courbes, nous allons nous aider de ce petit tableau sur une période. Là, au niveau de la première ligne, nous avons les temps. Deuxième ligne, la tension U. Et troisième ligne, l'intensité. Alors, à t égale à 0, lorsqu'on remplace dans l'expression de U, nous allons avoir cosinus 0. Alors, cosinus 0, ça fait 1. Voilà pourquoi U est égal à UM. Alors, maintenant, si on remplace t égale à 0 dans l'expression de I, nous avons IM cosinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Voilà pourquoi I égale à 0. On fait la même chose à T0 sur 4. Et ainsi de suite, on va remplir, n'est-ce pas, le tableau. Donc, à T0 sur 4, U égale à 0. T0 sur 2, U égale à moins UM. 3T0 sur 4, U égale à 0. T0, U égale à UM. À T0 sur 4, pour I, c'est moins IM. T0 sur 2, c'est 0. 3T0 sur 4, c'est IM. À T0, c'est 0. Et nous allons maintenant construire, voilà, les courbes représentant U et I. La courbe en rose représente la grandeur U et la courbe en bleu I. On voit effectivement qu'à t égale à 0, U est égal à UM. Dans ce temps, I est nul. À t0 sur 4, U égale à 0 et I égale à moins IM. À t0 sur 2, U égale à moins UM et I égale 0. À 3t0 sur 4, U égale 0, I égale à plus IM. Et à T0, nous avons U égale à U plus UM et I égale 0. Alors, constatons que lorsque la tension U est extrémale, l'intensité I est nulle et vice-versa. Ces deux grandeurs-là sont bien en quadrature. Maintenant, nous passons à la conservation de l'énergie. Dans un circuit LC idéal, l'énergie électromagnétique se conserve. L'énergie électromagnétique ici, c'est la somme d'énergie électrique et de l'énergie magnétique. Alors, elle s'écrit donc sous cette forme E égale à 1 demi de Q carré sur C plus 1 demi LI carré égale constante. Alors, U égale à UM cosinus oméga 0T plus phi. I étant égal à dQ sur dt. En rappelant l'expression de Q, Q égale à Q0 cosinus oméga 0T plus phi, en dérivant, comme le cosinus donne moins sinus, I égale à moins Q0 oméga 0 sinus oméga 0T plus phi. Donc finalement, I égale à moins IM sinus oméga 0T plus phi avec IM égale à Q0 oméga 0. Alors nous allons injecter tout ça dans l'expression de l'énergie. E égale à 1 demi de CUM carré cosinus carré oméga 0T plus phi plus 1 demi de LIM carré sinus carré oméga 0T plus phi. Or, IM égale à C oméga 0 UM. On continue. E égale, la première partie de l'expression ne change pas. 1 demi de CUM carré cosinus carré oméga 0T plus phi plus 1 demi de L, puis on va remplacer IM par C oméga 0 UM. Donc, on aura 1 demi de L, C carré oméga 0 carré UM carré sinus carré oméga 0T plus phi. Or, rappelez-vous, la pulsation propre oméga 0 égale à 1 sur LC au carré. Donc, E égale à 1 sur 1 demi de CUM carré cosinus carré oméga 0T plus phi plus 1 demi de LC carré fois 1 sur LC UM carré sinus carré oméga 0T plus phi. Alors, E est égal à 1 demi de CUM carré cosinus carré oméga 0T plus phi
plus 1 demi de CUM carré sinus carré oméga 0t plus phi. Nous pouvons faire une factorisation en mettant 1 demi de CUM carré en facteur. Donc, 1 demi de CUM carré facteur de cosinus carré oméga 0t plus phi plus sinus carré oméga 0t plus phi. Or, cosinus carré oméga 0t plus phi plus sinus carré oméga 0t plus phi égale à 1. Donc, finalement, E égale à 1 demi de CUM carré est égal encore à 1 demi L IM carré. Alors, on peut remarquer que l'équation différentielle que nous avons établie tout à l'heure peut être trouvée en dérivant l'équation de l'énergie. L'expression de l'énergie E égale à 1 demi de CI carré plus 1 demi de LI carré. C'est une constante. Donc la dérivée de l'énergie est nulle. Alors, on va maintenant dériver. Alors, la dérivée de U carré, c'est 2U sur dt. Donc, on aura 1 demi de 2CU 2U sur dt. La dérivée de LI carré, c'est 2I dI sur dt. Donc, on a 1 demi de 2LI dI sur dt. La somme de 2 égale à 0. Alors, on continue. CU 2U sur dt plus LI dI sur dt égale à 0. Or, Q égale à CU. Voici l'expression de U. U égale à Q sur C. Donc, 2U sur, et on dérive. Sur dt égale à quoi? 1 sur C, c'est une constante, dQ sur dt. Bon, I a pour expression dQ sur dt. Donc, la dérivée de I par rapport au temps, ça donne d carré Q sur dt carré. Alors, on va tout injecter dans cette expression-là en remplaçant donc U par son expression. On aura donc C, Q sur C fois 1 sur C, dQ sur dt plus L, dQ sur dt fois d carré Q sur dt carré égale 0. Voilà. Après simplification, puisqu'il y a les C qui vont partir ici, on aura finalement d carré Q sur dt carré plus 1 sur LC Q égale 0. On retrouve l'équation différentielle de tout à l'heure. Maintenant, nous allons nous intéresser aux échanges énergétiques entre la bobine et le condensateur. Alors, lorsque l'intensité est nulle dans le circuit, bon, cela se passe aux dates t égale à 0, t sur 2, t, bon, il y a d'autres dates, voilà, puisque nous allons travailler sur une période. Alors, U est en ce moment égal à plus UM ou à moins UM. L'énergie emmagasinée dans la bobine est nulle, étant donné que l'intensité est nulle, alors que l'énergie mise en réserve dans le condensateur est maximale. Donc, l'énergie électrique ici égale à 1 demi de CI carré, égale à 1 demi de CIM carré. Alors, on regarde sur la courbe maintenant. Voilà, nous avons les deux grandeurs. À t égale à 0, effectivement, U est égal à UM et I égale à 0. À t 0 sur 4, on voit bien sûr que U égale à 0 et I égale à moins IM. Ainsi de suite. Alors, lorsque on revient ici, au niveau donc du circuit, vous voyez, AT égale à 0 et AT égale à T. Le condensateur, il est chargé. Voilà pourquoi au niveau des armatures, nous avons les signes de charge qui sont précisés. Voilà. L'énergie emmagasinée, c'est E0. AT sur 2, c'est la même chose. Pendant ce temps, au niveau de la bobine, il n'y a pas d'énergie. Alors, lorsque U est égal à 0, cela se passe aux dates T sur 4, 3T sur 4, etc. Donc, I égale à plus IM ou moins IM. L'énergie emmagasinée, cette fois-ci, dans la bobine, dans le condensateur, voilà, est nulle, alors que l'énergie qui est en réserve, n'est-ce pas, dans l'inductance est maximale. Voilà. Alors, si on repart au niveau du graphique, effectivement, on voit que lorsque U est égal à 0, effectivement, I est soit égal à moins IM ou plus IM. Alors, le condensateur n'emmagasine pas de l'énergie cette fois-ci. Voilà. C'est la bobine qui emmagasine. Voilà pourquoi il n'y a plus de charge au niveau du condensateur. Donc, à 3T sur 4, c'est la même chose. L'énergie emmagasinée au niveau de la bobine.
Alors, l'énergie du circuit LC est constante au cours des oscillations. L'énergie se change donc continuellement entre le condensateur et l'inductance. Alors, ce phénomène de champ énergétique est semblable à celui étudié au niveau du pendule élastique horizontal non amorti. Nous allons maintenant faire l'analogie avec les oscillations d'un pendule élastique. Alors, dans notre tableau, nous avons donc dans la partie gauche l'oscillateur électrique et dans la partie droite ce qui concerne l'oscillateur mécanique. Alors, au niveau de la première ligne, la charge Q donc, du condensateur correspond à la position X de l'oscillateur mécanique. L'intensité I du courant, qui est la dérivée de la charge Q par rapport au temps, correspond en ce qui concerne l'oscillateur mécanique à la vitesse, qui est la dérivée de l'abscisse X par rapport au temps, donc, ou de la position par rapport au temps. Alors l'inverse de la capacité, ce qui concerne l'oscillateur électrique, va correspondre à la constante de raideur au niveau de l'oscillateur mécanique. L'inductance L au niveau de l'oscillateur électrique correspond à la masse M. Alors, maintenant, nous allons écrire l'équation différentielle. Alors, sous cette forme-là, pour voir apparaître les correspondances, au niveau de l'oscillateur électrique, LD carré Q dt sur dt carré plus Q sur C égale à 0. Au niveau de l'oscillateur mécanique, MD carré X sur dt carré plus Kx égale 0. Alors, donc, on arrive à procéder facilement donc, à l'analogie des grandeurs. À L correspond, n'est-ce pas, M. 1 sur C, voilà, correspond à K. Bon, on peut retrouver la forme habituelle de nos équations différentielles. Pour l'oscillateur électrique, D carré Q sur dt carré plus 1 sur LCQ égale à 0. Pour l'oscillateur mécanique, D carré X sur dt carré plus K sur MX égale à 0. En ce qui concerne maintenant l'énergie totale, pour l'oscillateur électrique, E égale à 1 demi de Q carré sur C plus 1 demi LI carré. Et pour l'oscillateur mécanique, E égale à 1 demi de MV carré plus 1 demi de KX carré. Alors, maintenant, il faut entretenir, n'est-ce pas, les oscillations, puisque à cause de la résistance R du circuit, il y a des amortissements. Alors, la résistance R va donc entraîner des pertes d'énergie par effet Joule dans le circuit. Alors, pour obtenir des oscillations électriques non amorties, il faut restituer continuellement au circuit RLC la puissance dissipée par effet Joule, donc qui a pour expression RI carré. Alors, dans la pratique, on va introduire un composant G, qui est un générateur. Dans le circuit, c'est un générateur, en fait, qui a une résistance négative, afin d'annuler l'effet de la résistance du circuit. Alors, le montage va se faire à l'aide d'un amplificateur opérationnel. Donc, c'est voilà, l'amplificateur opérationnel qui est là. Alors, I plus égale à I moins égale à 0. Epsilon égale UBA égale à 0. Nous allons déterminer la tension UG au bord du dipôle AM. Alors, UG est égal, selon la loi d'additivité des tensions, à U AM, c'est égal encore à UAS plus USB plus UBM. L'expression de UG devient donc, en remplaçant UAS par son expression, puisque entre A et S, nous avons un conducteur ohmique de résistance R1 parcouru par un courant d'intensité I de A vers S. Donc, UAS est égal à R1I. USB, dans cette branche, on a un conducteur ohmique de résistance R1 parcouru par un courant d'intensité I' de S vers B. Donc, USB est égal à R1I'. Enfin, UBM. UBM est égal à R0I', parce qu'on a un conducteur ohmique R0 parcouru par un courant d'intensité I' de B vers M. Alors, nous allons exprimer UAS autrement. Alors, UAS est égal encore à
UAB plus UBS. Donc on passe par B pour revenir à la masse. UAS égale à quoi? R1I, on l'avait démontré tout à l'heure. Et UAB est égal à 0. UBS, alors UBS est égal à moins USB, donc c'est moins R1 I'. Alors, on arrive finalement à I égale à moins I'. Nous allons remplacer cette expression dans la relation 1. Donc dans 1, on a UG égale à R1I plus R1 moins I plus R0 moins I. Ce qui entraîne que UG égale à R1I moins R1I moins R0I. Deux expressions vont se simplifier et vont s'annuler. Et il va rester finalement UG égale à moins R0I. Le dipôle AM se comporte comme une résistance négative de valeur moins R0. Alors, la puissance instantanée au cours du fonctionnement du dipôle AM est donc moins R0I carré. Ce dipôle est donc un générateur qui va entretenir les oscillations électriques libres. Alors, la résistance R0, c'est une résistance variable, donc il va falloir l'ajuster jusqu'à obtenir la valeur R0 égale à grand R. Et dans ce cas, des oscillations électriques non amorties vont se produire et ces oscillations seront visibles, n'est-ce pas, quand on va viser la tension au bord du condensateur. Nous sommes au terme de cette présentation. Alors, des exercices sont prévus pour ce cours. Vous allez les retrouver sur la plateforme dédiée à cet effet. Alors, cette plateforme est intitulée FASO e-éducation. Je vous remercie. Quand ça arrive au niveau des feuilles, Nous allons comparer les tractions, la tige et la feuille. Les signes ne trompent pas.